Et, et nous y sommes. Oh, c'est beau. Donc, vive le live broadcast sur YouTube. Maintenant, on ne peut plus dire de bêtises. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Anna. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints en live. Je suis Wana Junku, un DJ. Donc, vive le live broadcast sur YouTube. Maintenant, on ne peut plus dire de bêtises. C'est ça. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Anna. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Est-ce que tu m'entends toujours? Ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est des petits problèmes de son. Alors, ce que je disais, moi, je suis Wana Junku, votre DJ qui mixe des pratiques agiles pour que vous soyez, qui vous aide à être fiers de vos résultats, et pour le festival Agile 20 Reflect qui célèbre en février 20 ans de l'écriture du manifeste Agile. J'ai organisé ces dialogues, les interviews au coin du feu sur le devenir de leadership agile. Qu'est-ce que le leadership veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le leadership agile maintenant, 20 ans après l'écriture du manifeste? Pour ceux qui sont avec nous ce soir, je voulais aussi vous faire part d'une initiative que la communauté française qui est impliquée dans le festival Agile 20 Reflect, nous avons mis en place un mural qui va être une fresque sur toutes les idées qui vous inspirent pendant les diverses sessions dans le festival. Et vous avez accès à ce mur des idées. Le lien, il est dans l'habillage de ma caméra, et je vais aussi le mettre dans le chat. Et n'hésitez pas d'y contribuer. Donc, je le mets d'y contribuer sous forme de post-it. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Vous mettez des post-it et nous avons des volontaires qui vont transformer vos idées écrites en post-it dans une grande fresque du festival Agile 20 Reflect. Merci d'y contribuer. Stéphane, je reviens à mon invité de ce soir. Dans les dialogues, mon invité de vendredi soir est Stéphane Voivoda, qui est un de mes partenaires de dialogue sur des sujets agiles, de la philosophie agile jusqu'aux pratico-pratiques depuis 2011. Et nous avons échangé justement avant cette session qu'en 2011, c'est Stéphane qui interviewait dans le Scrum Day les coachs qui faisaient partie de la coach clinique, et je ne faisais partie. Donc voilà, un ami agile de très longue date qui est très inspirant et qui a un parcours qui est impressionnant et qui a la générosité de vous présenter ce soir. Tu vas me faire rougir, Oana. Merci de m'avoir. Alors, vraiment, merci de m'inviter. Je vais faire le moment de mon syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ça fait 10 ans que je fais de l'agilité et finalement, je pense que je n'y connais toujours rien. Mais bon. Et oui, ça fait quasiment 10 ans qu'on se connaît. Donc, moi, j'apprécie toujours autant de discussions. Et c'est pour ça que je suis ravi que tu m'aies invité et de participer à cette réflexion sur les 20 ans du Manifeste Agile. Parce que qu'est-ce qu'il y a à dire en 20 ans de Manifeste Agile? Puis pour les 20 années à venir. Donc, merci beaucoup.
Puis merci à toutes les personnes qui se connectent là maintenant, parce qu'on est vendredi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient très envie d'être en week-end. Donc, véritablement, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour vous et d'admiration pour passer 1 heure à nous écouter en train de parler, en plus de ce que vous pourriez faire un vendredi soir. Donc, merci d'être avec nous. Et c'est tout pour moi. Merci Stéphane. Donc, je ne peux que faire que dire que je plus sois toute la gratitude. Donc, j'ajoute la mienne à la tienne pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Et pour commencer cette interview, Stéphane, je voudrais te poser quelques questions en mode quiz pour savoir plus qui tu es. Alors, Stéphane, réponds-moi sans réfléchir. Si tu étais un végétal, tu serais quoi? Sans doute un arbre, genre Hmm. un chêne. J'ai beaucoup d'admiration et j'adore me cacher et m'asseoir sous un chêne ou sous un grand arbre. Si tu étais une musique, tu serais quoi? Ah, sans doute un morceau de métal un peu brutal. Mon morceau favori depuis des années reste 1996 de Marilyn Manson, donc, que j'écoute régulièrement pour me mettre en jambe ou pour démarrer une journée. Si tu étais une célébrité, Je crois que je ne serais pas de célébrité, juste parce que on devrait tous être célèbres. Donc, c'est l'endroit où c'est pas un bottage en touche, c'est que les célébrités, celles qui m'animent ou les personnes que j'admire, ne sont pas forcément celles qui sont devant. hmm. Si tu étais un livre, Oh, celle-là, elle est dure. En ce moment, c'est le Tao Te Ching. Donc, c'est le Dao. Voilà. et si tu étais la personne qui t'inspire le plus, tu serais qui? Si j'étais la personne qui m'inspire le plus, oh, j'en ai des tonnes. Celui qui m'a inspiré, puis ça va rejoindre très vite notre question du leadership, c'est un de mes anciens patrons qui s'appelle Georges Épinette et qui, pour moi, est un modèle ou a été un modèle de leadership puisqu'il est à la retraite aujourd'hui. Donc, je le salue, même s'il ne me verra sans doute pas. Voilà, donc en modèle inspirant, ouais, Georges Épinette. Merci, merci Stéphane. Alors, Georges Épinette, qui est un modèle de leadership pour toi, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que tu admires son style de leadership? Euh, je vais commencer par les trucs sérieux, puis je finirai par les trucs un peu moins sérieux, hein. Sur les aspects très sérieux du leadership de Georges, c'est une personne qui est arrivée DSI du groupement des mousquetaires il y a maintenant longtemps, en n'ayant absolument pas de bagage à l'école. Il a eu une vie très très compliquée, enfin, avec plein de rebondissements. Et il a monté tous les échelons hiérarchiques de l'entreprise qu'il a participé à construire. Il avait surtout un côté, enfin, il a toujours un côté humain, avec le cœur sur la main, incroyable. Donc, on avait toujours des discussions d'être humain à être humain et pas de patron à employé. Et avec ça, il y avait surtout une vraie capacité à emporter, à montrer l'endroit où il voulait nous emmener. Voilà, une direction et une capacité surtout à mettre les gens dans cette direction. Pour moi, le dernier élément vraiment inspirant avec lui, c'est sa capacité à faire grandir. Parce qu'il m'a toujours aidé à me développer en me poussant, en me mettant de temps en temps des coups de pied au derrière quand j'étais un peu paresseux, mais toujours avec cette humanité. Bon, le dernier élément inspirant qui, en tout cas, moi, transparaît toujours, et tous ceux qui ont bossé avec moi le savent, c'est que j'ai appris, et pour la petite histoire, j'ai eu mon premier boulot avec lui parce que j'arrivais à boire autant que lui, ce qui était quand même plutôt compliqué. Mais on arrivait à avoir des discussions sur Heidegger ou bon, le business après avoir descendu chacun une bouteille de whisky. Je vous déconseille véritablement de le faire parce que c'est très mauvais pour la santé. Mais j'ai fait ça pendant longtemps avec lui, c'était plutôt le côté sympathique.
Merci Stéphane. Ce que je retiens de leadership inspirant, c'est sont trois éléments. Si je laisse de côté le côté whisky, ou je peux aussi le transformer dans la convivialité, Ouais, mais ils sont le cœur sur la main, la capacité de de donner une direction claire. Et le troisième, c'est en étant la convivialité. Alors, quand tu dis le cœur sur la main, donc le leader qui a le cœur sur la main, est-ce qu'il y en a pour toi un lien entre la posture de leadership et l'amour? Ou qu'est-ce que ça veut dire cœur sur la main? ouais, quand je dis cœur sur la main, c'est plutôt une posture humaniste Mhm. qui se traduit vraiment dans la posture de leadership. Et moi, c'est ce que je retiens d'ailleurs de la partie manifeste agile, enfin, qui est j'ai été élevé où j'ai vu tout un courant managérial qui était très orienté, enfin, ou poussé par les théories des années 70 autour de la théorie de la firme, tout ce que tu veux, où finalement, puis la fin ou la suite de Taylor, qui est le manager est là pour taper très fort sur les employés, parce que finalement, les employés, ils n'ont pas envie d'être là, et donc c'est le principe de la génération X. Euh, pour moi, derrière le leadership et derrière le cœur sur la main, il y a juste le retour à, non, dans une discussion de leader à, je vais dire follower, mais je suis même pas sûr que ce soit le bon terme, de leader à personnes qui sont avec lui. Il y a plutôt une discussion en parité d'être humain à être humain, avec une question qui est comment est-ce qu'on fait pour se développer ensemble. Mais on ne se développe pas pour le plaisir de se développer, on se développe parce qu'on a une intention et quelque chose à construire. Et c'est sans doute, ouais, c'est sans doute le deuxième élément en fait sur ce leadership qui moi m'a inspiré avec Georges, puis qui m'a inspiré avec d'autres de mes responsables. Hein, ma chef actuelle a exactement les mêmes vertus qui sont se demander ce qu'on peut construire ensemble de mieux pour nous. Alors qu'on soit dans un groupe, peu importe, mais de mieux pour nous. Et pour moi, quand on allie les deux, on commence à aller quelque part en termes de leadership. Quand tu dis grandir ensemble, le leadership prend le leader ou la posture de leadership veut dire on crée l'espace pour que les autres grandissent, ce que tu disais de Ah, Georges, et que celui qui a une posture de leader grandit aussi. À quel point ça veut dire que la posture de leadership doit être au service de mise en évidence de leadership dans chacun d'entre nous ou de ceux avec lesquels il collabore. je ne suis pas sûr de réussir à répondre comme ça à la question. Je vais essayer sur. Je suis persuadé qu'on a tous une part de leadership en nous. La question, c'est où est-ce qu'on a envie, enfin, où est-ce que moi j'ai envie de l'investir, où est-ce que les personnes avec qui je travaille ont envie de l'investir, où est-ce que les personnes avec qui je vis, en fait, ont envie de l'investir. Une de mes plus belles expériences, ça a sans doute été il y a très longtemps. J'étais encore pendant mes études. Je faisais un job d'été en tant qu'agent de sûreté et j'avais une personne à l'accueil du bâtiment qui était à l'accueil du bâtiment et qui était très contente. Mais elle était d'autant plus contente de faire ce job-là, qu'elle faisait super bien, elle avait toujours le sourire. En fait, elle exprimait son leadership et sa passion en dehors. Et donc, elle était responsable d'une association de danse. Et elle avait plein de gens autour d'elle qui l'accompagnaient. Et donc, au boulot, là où elle était payée, elle avait aucune, enfin très peu de responsabilités, parce qu'elle n'en avait pas aucune, mais elle en avait très peu et son leadership s'exprimait ailleurs. Donc pour moi, c'est exactement ça, l'endroit du leadership, c'est réussir à développer sa capacité à être un leader et pas forcément enfin, dans plein d'endroits différents, parce qu'on a tous plein de vies différentes finalement. Et si tu
si tu as développé ou ne pas me dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation, c'est une des tâches d'un leader, c'est de aller voir où le leadership de chacun peut s'exprimer et le faire valoir, le faire grandir. Donc, aider les autres à aller en profondeur, à trouver ce leadership et le faire grandir. Je crois que c'est une discussion qu'on avait commencé sur LinkedIn, quand tu parlais de peur d'un côté et que j'ai dû rebondir sur la métaphore du jardin. Pour moi, l'enjeu du leadership, c'est vraiment celui d'aider à faire éclore, un peu comme la rose derrière toi, les fleurs ou juste n'importe quel végétal que chacun a en soi et l'aider à grandir. On a tous des endroits de leadership qui sont très différents. Je sais que dans mon équipe, typiquement, j'ai découvert et j'essaye de faire pousser des leaderships qui sont très différents. Et c'est topissime parce que il ne s'affirme pas toujours là où ma chef voudrait le voir nécessairement. Et moi, je suis très content de voir qu'il y a des gens qui prennent des sujets, qui sont fiers et qui les tirent, et qui du coup tirent des gens ou qui poussent des gens avec eux et qui avancent dessus. Ça, c'est ma satisfaction et la gratitude que j'ai aujourd'hui avec mon job qui me permet de faire ça, en fait, qui me permet de l'expérimenter, de le voir. Donc, je suis complètement d'accord avec ta proposition. Le job du leader, c'est de réussir à développer la part du leader en chacun des personnes qui l'entourent. Et c'est dur, c'est dur. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a plein de forces qui font. Je vais continuer cette métaphore. Monsantos, et pardon pour citer des noms, mais les désherbants un peu durs existent partout et ont vite tendance à être aspergés à tous les endroits, dans plein d'endroits où on essaye de faire pousser et de développer du leadership. Alors, je reviens, on reste dans les métaphores du jardin, si tu veux bien, et je voudrais profiter pour rebondir sur la façon dont tu t'es présenté, disant que tu aimes aider à développer l'humain comme une rose aide à développer le jardin. Alors, pourrais-tu, Stéphane, nous en dire plus sur le leadership de la rose? C'est le leadership des plantes. Je prends une rose parce que je la vois derrière toi et que je la trouve très belle. Et t'en dire plus sur le leadership de la rose. Alors, je vois mon travail de coach et de leader vraiment comme le jardinier ou comme participant, enfin étant la fleur et le jardin. C'est l'endroit où, désolé, c'est l'endroit où c'est toujours assez difficile parce que je suis à la fois fleur dans un jardin et dans un écosystème, parce que j'ai des gens qui m'aident à me développer, et je suis à la fois jardinier parce que j'aide les gens à se développer. Et c'est finalement cette espèce qui n'est pas une dichotomie, qui est juste une figure poétique où chaque fleur a le droit d'essayer de faire pousser les fleurs qui sont autour. Moi, je retrouve aussi ce même principe ou ce même concept dans la permaculture, où quand on veut avoir un écosystème qui soit robuste, c'est-à-dire qui soit capable d'affronter des parasites, des événements extérieurs, il y a besoin d'avoir cet écosystème de plusieurs éléments très différents qui vont vivre les uns avec les autres et qui ont une sorte de symbiose. C'est-à-dire que les uns vont aider les autres à se développer et c'est parce qu'il y a tout cela ensemble que ça marche. Les systèmes les plus fragiles sont les systèmes qu'on voit dans désolé de le dire, j'ai beaucoup d'amis agriculteurs, et c'est les systèmes qui sont sur de l'agriculture intensive, monoculture, c'est-à-dire où on est obligé de rajouter plein d'agents extérieurs plutôt dangereux, au sens pour l'écosystème, pour que l'écosystème tienne. Et c'est un peu la même chose dans les organisations, c'est-à-dire que quand on n'a que des gens qui sont similaires, on n'obtient que des résultats similaires tant que l'environnement ne bouge pas. Donc c'est pour ça que je me vois bien, je trouve que c'est plutôt une métaphore, enfin c'est une métaphore que j'affectionne aujourd'hui et que je continue à développer. C'est vraiment passionnant ce que tu dis, Stéphane, dans cette idée comme tu dis, la métaphore, quand on s'entoure des gens qui nous ressemblent,
c'est poussé dans la monoculture. C'est mon mentor, Michael Ballet, qui me rappelait ça il y a 2 ans, en disant le principe des Européens, c'est la réussite par soi-même. Ce qui est tout à fait exact. En fait, on réussit parce qu'on a soi et que c'est très bien. Et, voilà. Et donc, il faut réussir tout seul. Dans les philosophies plus occidentales, enfin orientales, pardon, la réussite est la réussite de tous. Et on ne réussit que par la réussite des autres ou avec la réussite des autres. Et pour moi, c'est un vrai changement d'état d'esprit et qui a un effet pour moi sur le leadership, c'est-à-dire que je ne me considère pas réussir si j'ai réussi. C'est très bien, j'ai réussi. Ça me permet peut-être de gagner plus d'argent à la fin du mois ou d'avoir un côté égo plus développé, mais finalement, ça s'arrête à moi. Et dans une vision où la question est comment est-ce qu'on se développe ensemble, on a besoin de développer les autres. Comment, à ton avis, un leader ou un leadership permet cette, cette émulation de grandir ensemble, de créer un écosystème de permaculture? Et, et qu'est-ce qui... Enfin, c'est un peu de deux questions dans une. Et comment pouvons-nous sortir du leadership du désherbant, pour garder tes métaphores? Alors, si j'avais une recette magique, j'aurais déjà écrit le bouquin dessus. Donc, je n'ai pas de recette magique. J'expérimente et il y a des endroits où je sais que c'est des bêtises et des endroits où je ne sais pas très bien. Si je garde l'idée de la permaculture et de ce que je fais aujourd'hui en termes d'évolution d'entreprise, je ne sais pas forcer les gens va à l'encontre de ce en quoi je crois. Donc, je suis vraiment, et c'est le côté plutôt désherbant qui pousser les gens à aller très vite dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller. Donc, je dirais, la question, c'est planter des graines ou jeter des graines et regarder où est-ce que ça peut pousser. Et donc, c'est inviter les gens. C'est très proche de, d'ailleurs, moi, je l'ai piqué plutôt du côté des théories autour de l'open space, qui est quand on invite les gens, il y en a qui ont envie d'y aller, il y en a qui n'ont pas envie. C'est d'ailleurs un des principes du manifeste agile, hein, développer des projets avec des personnes motivées. Et l'idée pour moi est vraiment fondamentale autour de ça, c'est-à-dire que donner ce contexte et ce cadre pour permettre aux gens de se développer, c'est le premier élément. Et donc parfois, ça veut dire qu'il faut vraiment faire une zone, un no man's land autour des personnes pour pas qu'elles soient embêtées. C'est par exemple le rôle normalement d'un Scrum Master qui sert d'espèce de pare-feu entre toute l'équipe et le monde extérieur et son équipe ou l'équipe dans laquelle il est. C'est également le rôle que peut avoir un leader quand on est dans une transformation. Je vois des personnes avec qui j'ai fait ça il y a 2 ans et c'est des discussions qu'on avait eues entre nous. C'est ce qu'on appelle le manager parapluie. C'est celui qui prend la pluie directement sur lui, enfin qui se prend la pluie sur lui pour protéger son équipe. Ce qui est quand même une posture assez délicate. Donc, je ne dis pas que c'est un truc qu'il faut développer ou qu'il faut garder très longtemps. Donc, c'est toujours des histoires de seuil. C'est sans doute le manager parapluie ou donner des invitations, c'est le bon moment pour permettre de faire grandir. Il y a aussi des instants, et je ne sais pas toujours faire la différence, où il faut pousser un peu plus. Parce que parfois, il est important pour une plante d'être poussée un peu plus. Et c'est le moment typiquement où, si vous voulez que vos plantes poussent bien, il faut de temps en temps arrêter de les arroser. Ça leur permettra d'avoir des racines plus profondes. Et donc d'aller se développer et de s'enraciner ou de s'enrichir. Et de temps en temps, il faut savoir également déplacer des plantes. Non pas parce que ça fait plaisir, mais parce qu'il faut les mettre dans des contextes où elles ont plus de challenge pour y aller. Et comment est-ce qu'on travaille sur cette ligne de crête entre tout ça? Je ne sais pas. Parce qu'on est plutôt dans le domaine de la complexité que dans le domaine de la recette de cuisine. Et c'est pour moi l'élément principal de la deuxième question qui est comment est-ce qu'on évite le manager désherbant, c'est en acculturant, enfin non, en aidant les générations de managers à venir à faire la distinction entre la recette de cuisine qu'on doit apprendre et qu'il faut appliquer à la lettre, et le fait que dans les interactions humaines, on soit plutôt dans le domaine de la complexité et on ne gère pas la complexité comme on gère une recette de cuisine pour faire des pâtes à la sauce tomate ou des spaghettis à la carbonara. C'est très bon, c'est très simple à faire, mais si vous faites une pavlova, ça ne marche pas pareil. Donc, il faut gérer et il faut surtout expliquer que les êtres humains ne sont pas des machines
ce qui est la base de en fait, la métaphore mécaniste qu'on tire de Taylor, qu'on a vu et qu'on revoit régulièrement apparaître avec Charlie Chaplin. Les êtres humains ne sont pas des machines. Donc, si on les traite comme des machines, on n'a pas les bons résultats. D'abord, quand vous traitez vraiment les machines comme des machines, vous n'avez pas des bons résultats avec les machines non plus. Ça fait partie des éléments principaux. Il faut s'occuper des machines. Enfin, bon. Puisque nous sommes arrivés sur cette image des machines et puis même on parlait de la monoculture et la reproduction conforme et des recettes. Quel est ton avis vis-à-vis des modèles, des frameworks et comment le leadership doit interagir avec cela, vu qu'il y a une appétence parfois. Alors, à titre perso, je pense que j'ai vécu le syndrome de commencer par adorer le modèle et ne vivre que par le modèle. J'ai commencé avec Scrum. Personne n'est parfait, hein. Et Scrum est très bien pour plein de choses. Et donc, en fait, tous les frameworks sont très utiles pour plein de choses. Donc, je vais garder la même métaphore. Quand vous prenez votre premier jardin et OK, vous avez les bases, et vous essayez de planter une fleur ou un arbre, si vous essayez de planter un arbre et que vous le laissez comme ça, il est probable qu'il ait des difficultés à pousser, surtout si vous avez du vent et plein de choses. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal de mettre des tuteurs autour des arbres ou de mettre un peu de clôture au démarrage. Ça permet de limiter ou en fait de donner un cadre. Le point qui est délicat, c'est quand on tombe amoureux de son cadre ou de son tuteur. Parce que le sujet, c'est pas le tuteur, le sujet, c'est l'arbre ou c'est la plante. Donc, pour moi, les frameworks, peu importe lesquels ils sont exactement la même chose. C'est très bien d'en mettre au démarrage parce que ça permet souvent d'accélérer, de juste simplifier le démarrage et donc de mettre sur la bonne voie. On pourrait sans doute le faire sans et réapprendre l'alphabet à chaque fois qu'on est en train de discuter. C'est pas très efficace quand même. Puis, il y a un moment, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas mal juste de se dire, c'est une bonne recette qui marche au début. Et surtout, vérifions au bout de 3, 6 mois, 9 mois, enfin, vérifions régulièrement qu'on en a toujours besoin et s'il n'y a pas des éléments dont on n'a plus besoin. Donc, j'ai rien contre les frameworks, la plupart, tant qu'ils sont utilisés et compris, qu'ils sont appliqués dans le bon modèle. Encore une fois, c'est la même discussion de Kenvin sur dans quel domaine est-ce qu'on est et poser et surtout quel est le domaine d'applicabilité d'un framework. J'ai vu dans certaines transformations déployer du Scrum dans des endroits, enfin expliquer aux équipes qu'il fallait absolument faire du Scrum dans des endroits où elles ont un flux continu et où le matin elles savent pas ce qu'elles ont le soir. Ça fait des catastrophes pour les équipes, pour le business, pour du coup juste l'envie d'aller travailler le matin parce que c'est absurde. Donc c'est plutôt à quel moment est-ce qu'on comprend quel est le bon outil. Enfin, quand on n'a qu'un marteau, on voit beaucoup de clous, hein, mais quand on a une vis, ça ne va pas marcher au marteau. Bien qu'on puisse le faire, et ce n'est pas l'enjeu. Puisque tu as cité Kinevin, le modèle de Dave Snowden, Ouais. qui est un modèle, et que dans ce modèle, il y a cette section qui est le chaos, et nous avions une discussion sur le chaos, et tu as aussi évoqué la transformation. J'aimerais que tu me dises quelle est ta vision sur le lien entre la transformation, le chaos, la complexité et le leadership dans tout ça. Ah oui, on a 2 heures. Non, on a 10 minutes. C'est ça. Je vais essayer d'être concis. Alors, d'abord, pour moi, il y a un élément important surtout dans les derniers travaux de dev Snowden, c'est de faire vraiment la distinction entre le complexe, le chaos et un domaine qu'on oublie souvent qui s'appelle le confus. Pour moi, la plupart des relations humaines sont plutôt du domaine du complexe, c'est-à-dire que on a bien un résultat qui va apparaître, on a plein d'événements, mais les liens entre les deux ne sont pas toujours évidents.
C'est ce qui fait que de temps en temps, en tant que leader, quand vous dites bonjour à une personne de votre équipe, elle sourit et de temps en temps, elle vous fait la gueule. Et c'est la même chose avec votre boss, hein, ou avec n'importe quel client. Donc ça, c'est ce qui me fait dire qu'on est plutôt dans le complexe. Quand on arrive sur l'évolution d'une entité ou d'une organisation, il est rare qu'on arrive dans le chaos. Alors ça arrive, en particulier de mon point de vue, quand on fait des fusions-acquisitions ou qu'on essaye de poser des trucs un peu brutaux sur l'organisation. Ça s'appelle une réorganisation d'ailleurs. Généralement, on arrive dans un élément de chaos, juste parce qu'on a changé absolument tous les repères de tout le monde. Je disais confus parce qu'il y a un vrai élément qui est très étrange, c'est que le chaos a une définition assez particulière, qui est, c'est l'effet papillon. Donc le chaos, c'est normalement l'effet papillon. On a un effet, on a un résultat, mais le lien entre les deux est absolument incompréhensible. Il est inconnaissable. Et donc pour moi, c'est très rare d'être dans ce domaine du chaos en entreprise. Ça arrive, c'est très rare. Là, on est plus souvent, de mon point de vue, c'est plutôt dans la confusion. C'est-à-dire que les individus de l'organisation ne savent plus où ils sont. Et l'effet habituel de ce qu'on appelle les transformations, c'est plutôt de mettre les gens dans cet état de confusion. C'est-à-dire qu'ils avaient plein de normes, plein de réflexes d'habitude, et tout d'un coup, on leur dit que c'est plus ça. Ça ne les met pas dans le complexe, ça les met juste dans un endroit où en fait, ils n'ont plus de repères. Ce qu'explique Dev Snowden en ce moment autour de ça, c'est la capacité de mettre ou de reposer des gens qui sont dans un état de confusion choisi, ce qu'on appelle l'aporie. L'enjeu de ça, c'est de leur permettre de sortir de cette panique, parce que généralement, quand on est confus, on a, d'un point de vue juste neurobiologique, le côté où en fait on est dans la peur. Et donc, quand on est dans la peur, c'est pas très facile d'avoir des bonnes discussions avec les gens. Essayez de faire peur à votre animal de compagnie, c'est mal, ne le faites pas, mais si vous le faisiez, vous n'avez aucune capacité d'avoir un échange derrière, parce que d'un point de, on est dans les zones limbiques et donc on a des réactions limbiques, donc on mord, on se brosse dans un coin et on bouge plus, ou on part en courant. C'est pas ça que vous voulez, enfin en tout cas moi c'est pas ça que j'attends comme réaction pour avoir une discussion d'être humain à être humain, ça marche pas. Donc pour moi tu vois c'est vraiment la distinction dessus, et le leadership, en tout cas pour moi l'enjeu du leadership autour de ça, c'est d'abord de montrer qu'on est rarement dans le chaos, par contre qu'on est probablement dans la confusion. Et un des bons éléments, c'est de montrer montrer simplement ce que c'est que la Bible de Kenvin, parce que ça aide pas mal. Quand je veux pas faire ça, je remets juste les gens dans l'aporie, c'est-à-dire que je les remets dans une situation de confusion autre, généralement avec un petit message paradoxal qui marche bien, parce que c'est l'endroit où ça pousse les personnes à faire ce pas de côté, et donc à sortir de la zone limbique de la réaction primale, et à re-regarder leur situation. Et donc, c'est ça qui peut les aider. Et c'est une posture de leadership simple, économique, j'allais dire, à défaut d'autre chose. Ça ne mérite pas beaucoup d'efforts. Il faut attraper l'attention de la personne qui est confuse pour la remettre au bon endroit. Et c'est ce qu'on appelle un recadrage. Juste, on lui dit de regarder, tiens, regarde, tu es complètement perdu. Et si tu regardais ça, comment est-ce que tu es? Et ça marche bien aussi bien avec les équipes d'ailleurs qu'avec les leaders, les autres leaders, les co-leaders, peu importe. Merci Stéphane, tu avais, t'as évoqué la peur, un sujet qui m'est très cher, tu sais. Je me demande si tu l'as fait exprès. J'oserais pas. Et aussi l'état de confusion qui effectivement fait appel à nos peurs parce que la confusion veut dire inconnu, donc danger. Quelle est la possibilité pour toi parce que peut-être la confusion est incontournable et comme tu disais, c'est plutôt intéressant d'être dans un état de confusion choisi. Quel serait le succès d'inviter, parce que tu as aussi évoqué le leadership par invitation, de prendre conscience de cette confusion et bien vivre avec? Quelle est ton expérience là-dessus? Je ne suis pas sûr d'avoir une véritable expérience là-dessus. Enfin, je veux dire, les leaders avec qui je discute ou avec lesquels je travaille ont rarement
sont pas toujours OK pour rentrer dans ou accepter l'endroit où ils sont. Mhm. C'est le principe même du coaching d'ailleurs. En fait, il faut qu'il y ait une demande pour et un endroit où ils sont douloureux, où ça leur convient pas pour qu'ils arrivent à bouger, ou qu'ils se demandent si c'est OK pour eux ou pas. Donc c'est l'endroit où c'est compliqué, juste parce qu'en fait, ils sont même pas forcément conscients de l'endroit où ils sont. Donc c'est là où leur cadrage aide, en tout cas moi, m'aide avec eux, à travailler. Et à faire ce petit pas de côté qui permet parfois de redémarrer, initier une discussion, en fait, initier juste une prise de conscience. Ce que tu dis et je trouve, enfin, vraiment, c'est moi ce que je ne vois pas aujourd'hui dans le monde du leadership, c'est s'entraîner à être leader et donc s'entraîner de temps en temps à être confus ou à Mhm. travailler dans ce domaine de la confusion. La plupart des livres et notre éducation a été repensée pour avoir des certitudes, en tout cas dans notre monde occidental. Donc on a 1 + 1 = 2 et on lit des livres où en fait on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'interprétation dessus. C'est la raison pour laquelle je relis le Tao et que enfin, il y en a plein des comme ça. Chez les Japonais, vous avez les koans, enfin, on a les koans japonais. Chez les soufistes, il y a exactement la même chose. Et donc, c'est réfléchir et travailler régulièrement et se mettre dans une position où on choisit sa propre confusion. C'est ça l'aporie. Et en fait, c'est ça la plupart des koans ou des éléments du Tao, c'est avoir des propositions qui, a priori, sont paradoxales. Et s'entraîner régulièrement à réfléchir à ces éléments paradoxaux fait que quand on est dans une situation paradoxale, bah, on a déjà un minimum d'habitude pour la vivre un peu moins mal. En tout cas, pour la reconnaître. C'est ce que tu dis m'inspire et tu me diras c'est ce que ça te parle, que finalement la posture de leadership, comme tu dis, s'entraîner à la confusion, ce que ça veut dire aussi s'entraîner à accepter ou à montrer ses propres vulnérabilités. Et parce que tu avais parlé d'apprendre, est-ce que se mettre en un état de vulnérabilité ou accepter c'est une part de fragilité est quelque chose qui permet de nous entraîner à être un apprenant en continu et avoir un growth mindset, ou comment, oui, un état d'esprit apprenant, je crois qu'on dit ça en français. Ouais, c'est ce qu'on peut aussi, c'est ce qu'on dit en français ou c'est une des tournures utilisées habituellement. Oui, la posture de vulnérabilité est un des exemples. Et je pense que c'est pas le seul. Enfin, OK, j'ai dit que j'avais pas de leader ou de modèle de leader. Bon, on en a tous ou j'en ai des tonnes, c'est ça qui est plutôt compliqué. Je crois que c'est Gandhi qui pose le: «Soyez le changement que vous voulez inspirer». Si en essayant d'être, inspirant ou en essayant de développer des leaders, je vois le besoin et moi j'ai le besoin de me mettre en vulnérabilité, de montrer que j'apprends, de me mettre dans des situations d'échec, pour, montrer qu'en fait se planter c'est OK. Parce qu'à partir de l'échec, du coup, on peut apprendre. C'est pas quand on réussit toujours la même chose qu'on apprend, parce que du coup, on a réussi toujours la même chose. Donc, c'est pour moi les éléments qui rentrent dedans. Et en effet, se mettre en posture de vulnérabilité, c'est faisable. Et qu'est-ce que c'est dur? Je l'ai fait il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est dur? Surtout quand on est avec son équipe ou avec ses collègues. Et ouais, c'est l'endroit de son propre, enfin, en tout cas pour moi, c'est l'endroit de mon propre dépassement. Après, je suis aussi OK avec les gens qui ont pas envie de se dépasser parce que, bah, ils sont OK avec ça et j'ai pas de jugement de valeur. Merci, merci beaucoup Stéphane. Je pense qu'on pourrait continuer. Moi, j'aurais envie de continuer pendant les prochaines 2, 3, 4, 5 heures. Je Euh, voudrais quand même manger entre deux. Tu m'excuseras, voilà, mais sur, avec un déj mal sur, mené, ouais. sur ces sujets, surtout sur cette partie sur laquelle on nous sommes arrivés, sur la vulnérabilité et comment en fait notre culture, surtout la culture de leader, ne doit pas être vulnérable. Mais nous avons promis 40 minutes d'interview et je trouve superbe de finir, merci de m'avoir donné l'occasion de finir cette partie de l'entretien sur l'exemple de Gandhi, leader vulnérable, et un grand exemple.
Et je vous invite, ceux qui participent ce soir à cette interview, de poser vos questions. Alors, je ne vois pas des questions dans le chat, donc ce que je vous propose, soit les écrire dans le chat, soit lever la main. Il y a un petit bouton lever la main sur le Zoom si vous avez la dernière version. Sinon, sur l'icône participant, si vous cliquez sur cette icône, vous allez sur votre nom et vous pouvez lever la main, soit tout simplement vous vous manifestez et puis vous enlevez votre micro et vous posez votre question. Trop d'options, tue l'option. C'est ça. C'est le moment, tu sais, où il faut être à l'aise avec le silence. Bien sûr. Oui, Cédric. Merci déjà pour l'interview. Comme question, j'ai l'impression, Stéphane, que tu mets vachement en avant la bienveillance et l'ouverture, peut-être pour caractériser le leadership agile. Donc voilà, est-ce que ça te conviendrait comme définition? Et sinon, c'est peut-être en introduction, c'est quoi le leadership finalement exactement? Tu disais effectivement c'est faire grandir les autres, hein, c'est ce que tu disais. Hein. Ouais. Alors, je vais répondre à ta deuxième question. Si je devais définir le leadership, je serais bien en peine. Et je dirais humanisme, développement des individus vers un but, une intention. Parce que une fois qu'on a ça, pour moi, on a un système dynamique, c'est-à-dire qu'on arrive à faire bouger et construire. Si vous en mettez qu'un seul, si vous mettez que l'humanisme, vous avez de l'humanisme, des gens qui sont très contents les uns avec les autres, ok, ça bouge pas, c'est statique, enfin c'est plutôt statique. Si vous mettez que le développement, à la limite ça marche, mais vers quoi? Bon, ça peut être joli, hein. Si vous mettez que l'intention de faire quelque chose, vous avez plutôt le taylorisme. Enfin, en tout cas, moi, je vois plutôt le taylorisme habituel qui est peu importe ce qu'il y a autour. Donc, c'est parce que, encore une fois, il y a un équilibre entre plusieurs forces que ça arrive à donner. Sur ta première question, je ne suis pas sûr de l'avoir comprise ou de pouvoir y répondre si tu veux bien la reformuler. Ouais, j'ai essayé de définir le leadership agile. Hein, et moi, ce que j'ai retenu, c'était bienveillance et à la fois ouverture et remise en question. Hein, finalement, c'est ça l'agilité, de ne pas s'enfermer dans des schémas de pensée, de management, de direction, sans doute. Je suis OK en fait sur bienveillance, je l'englobe vraiment dans humanisme. Bienveillance a une connotation qui a vite fait d'être péjorative. Parce que derrière bienveillance, on a l'effet bisounours qui, je trouve… Ouais, faut souvent la coupler avec l'exigence, pardon, j'imagine. Ouais. Le deuxième endroit sur leadership agile, dans l'intention, je mettrais l'intention de création de valeur. C'est-à-dire que on peut être en fait un leader agile à peu près n'importe où à son niveau. La question, c'est quelle est la valeur qu'on veut créer pour qui? C'est des discussions qu'on n'a pas eues là. Objectivement, si vous reprenez le manifeste agile, d'abord, il ne parle pas de leadership. En vrai, il n'y a pas de leadership. Enfin, moi, je ne vois pas de leadership dans le manifeste agile. Il n'y a pas écrit leader où que ce soit. Il y a plein de bonnes raisons et plein de bonnes idées sur qu'est-ce qui fait que les gens ils étaient OK entre eux. Et c'est déjà beaucoup. Et il y a une dimension fondamentale qui est quand ils travaillent ensemble, et la raison pour laquelle ils sont ensemble, c'est parce qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils essayent de produire ou de développer quelque chose. Et donc, pour moi, dans le leadership agile, contrairement à juste leadership, il y a besoin de cette notion de création. Intention de création, vers où on crée de la valeur. Et en l'espèce, ça peut exister partout. Dans le cadre de la famille associative, dans le monde de l'entreprise, ça ne pose pas de problème. Mais il y a besoin de cette création de valeur. Autrement, c'est juste du leadership et c'est beaucoup déjà. Ah, d'accord, c'est assez étonnant parce que finalement, j'aurais tendance à dire que la plupart des leaderships d'entreprise, il y avait une notion de création de valeur, en tout cas économique. Il y a tout, c'est un peu l'objectif premier, non? Ok, excuse-moi. Par rapport à ma première définition de leadership, qui est plutôt développement et humanisme,
Il n'y a pas besoin d'avoir de création de valeur. Dans la définition de leadership plus traditionnelle, d'ailleurs, j'en sais rien. Dans la définition de manager, ou de patron, je mettrais la notion de création de valeur. Mais un patron n'a pas besoin d'être un leader ou il n'est pas forcément un leader. J'ai un découplage à cet endroit-là où je vois un découplage. Après, j'en sais rien en vrai. Merci Stéphane et merci Cédric, si c'est bon pour toi. Merci beaucoup. D'avoir posé la question, c'est bon pour toi. Il y a une question de Rachel qui est posée dans le chat. Comment vois-tu la mise en œuvre des principes, les valeurs exposées lors de cette interview dans les grands groupes industriels, constructeurs auto, dont la culture est très éloignée? Alors, je vais juste rajouter un élément de contexte à ma question. Bien sûr. Si c'est possible. Salut Stéphane. Pour moi, le leadership agile, c'est la capacité pour un leader, pas forcément un manager, mais pour un leader, à créer un contexte qui va permettre ou favoriser l'auto-organisation des gens, l'auto-apprentissage, l'auto-organisation et les principes de mise en œuvre du manifeste agile au quotidien. Donc, ceci étant posé, comment vois-tu la mise en œuvre du leadership et du leadership agile précisément dans le cadre des grands groupes industriels? C'est ce qui m'a vraiment intéressée. J'ai vu que tu avais une expérience chez un grand constructeur auto qu'on ne nommera pas, et moi, en ce moment, j'accompagne un grand constructeur avionique qu'on ne nommera pas non plus, et qui ont des socles culturels qui sont vraiment très liés au côté industriel, fabrication électromécanique, avec un leadership traditionnel relativement fort pour le coup, et peut-être un peu éloigné du modèle agile. Donc j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la question et je te remercie. Et l'interview était très intéressante. Alors la réponse simple est, ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Enfin, j'en vois un en retour vidéo, pareil. Ça fait 3 ans et quelques que je suis là-dessus. C'est pas facile. Là, encore une fois, s'il y avait une recette de cuisine, ça se saurait. Enfin, je veux dire, on aurait déjà tous écrit le livre dessus. Donc moi, je ne l'ai pas. Les expérimentations qu'on a et qui marchent bien, enfin qui marchent, je ne sais pas si elles marchent bien, je dirais ça dans 10 ans. D'ailleurs, c'est peut-être ça en fait mon premier point. C'est qu'une évolution de culture, en fait, ça ne se fait pas en 6 mois. Ça se fait sur 10 ans. Le premier bouquin qui, moi, m'a marqué, enfin, plein de bouquins qui m'ont marqué, mais celui qui m'a marqué en termes d'évolution, c'est The Toyota Production System. Taishi Ohno explique qu'il a fallu 30 ans pour déployer le Kanban chez Toyota. 30 ans, chez Toyota. On est quand même en train de se dire que le type qui a inventé le Kanban a mis 30 ans à le développer chez lui. Alors, moi, je vais rester très pragmatique. Je ne rêve pas qu'une entreprise ait changé de mindset en l'espace de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans. Soyons un peu réalistes. Par contre, ce en quoi je crois profondément et ce qu'on expérimente et qui marche, c'est de créer des bulles, en fait des petits jardins. Alors ça rejoint un peu ce que raconte Taleb d'ailleurs sur le sujet de comment est-ce qu'on fait des bascules. Et donc il y a des endroits où je travaille et j'identifie, où je vois émerger un leader agile, quelqu'un qui a le bon mindset et qui a un peu de zone d'incertitude ou de contrôle sur son environnement. Et en travaillant avec lui, en l'aidant à développer, en fait, il se développe. Il y a des trucs incroyables qui se passent, c'est que la plupart de ces leaders-là, quand ils ne sont pas maltraités par leur environnement, en fait, montent très vite. C'est-à-dire que, parce qu'ils réussissent, ils arrivent à grimper. Et quand ils grimpent, il y a 2 options. Soit ils deviennent complètement barges, j'ai vu, c'est assez douloureux. Parce qu'en fait, ils prennent la grosse tête et ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est juste qu'ils prennent la grosse tête. Et ils prennent le pire travers de tous ceux contre quoi ils étaient pendant longtemps. Soit ils montent et ils gardent le même état d'esprit. Et en fait, ils arrivent à agrandir leur bulle ou la zone dans laquelle ils créent cet écosystème dont tu parles et avec lequel je suis complètement aligné. Et c'est pour ça que je parle de permaculture, enfin je ne suis pas tout seul, on est plein à parler de permaculture, c'est-à-dire que si en tant que coach et j'investis que sur une seule personne, c'est possible que ça marche, c'est possible que ça échoue, je ne suis pas vraiment quoi que ce soit, enfin j'y peux rien.
Si je travaille avec plusieurs personnes et que en fait, je travaille à les identifier et que je travaille avec elles pendant longtemps pour les développer, qu'on a des discussions régulières, alors il est possible que en fait, ça fasse boule de neige. C'est un des dispositifs qu'on a mis en œuvre en ce moment dans l'entreprise pour laquelle je travaille, qui s'appelle construire des relais. Et le principe, c'est de prendre des managers jeunes ou moins jeunes et de les aider à comprendre ce que c'est que le mindset agile et avoir des discussions régulières avec eux. En fait, c'est les coacher. Et on ne les coach pas n'importe où, n'importe comment, on les coach à partir de là où ils sont, leur terrain. Et régulièrement, ils se mettent des grosses claques quand un coach leur pose des questions de coach habituelles. Par exemple, j'en vois un qui rigole toujours. Par exemple, où est la valeur? Et si tu faisais exactement l'inverse, il se passerait quoi? Et c'est les effets de cadrage ou de recadrage que je posais tout à l'heure, en fait, c'est l'effet où on arrive à mettre, en tant que coach, je pose et je pousse la personne dans une zone de confusion raisonnable qui lui permet de se dire oh merde, je suis en train de faire des conneries ou oh oui, et si je faisais ça en plus. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Rachel. Ça répond partiellement à ma question et du coup, je t'ai rajouté une question additionnelle si, Ouais. Oana est d'accord, qu'on la pose. Moi j'ai travaillé aussi, dans mon environnement dont on ne citera pas le nom sur des bulles comme ça. On en avait créé, plusieurs poches de culture alternative et en appliquant le principe qu'on peut pas on peut pas renverser ou détruire une culture d'entreprise. On peut au mieux proposer un modèle parallèle et que celui-ci devienne suffisamment attractif. Donc avec la notion d'inertie, tout ça que tu développes. La question, c'est, les bulles de coaching le bulle d'agilité que vous avez développé autour des leaders agiles que vous avez identifiés. Est-ce qu'elles ont, de votre côté, bien résisté à la crise ou pas? Ou est-ce que tu as vu, une contraction? Comment ça s'est passé chez vous? Ça m'intéresse parce que dans les grands groupes, je collecte les feedbacks et je m'aperçois que souvent la crise a eu, un impact sur ces bulles-là d'expérimentation et des bulles de contra et des réactions de contraction. Alors, je dirais plus ça sur les réactions de contraction. Et je dirais pas systématiquement. Bon, alors, si je garde, tu vois, je garde ma métaphore. Objectivement, quand c'est la crise et que c'est compliqué, vous perdez la moitié du jardin. Maintenant, il y a des endroits où c'était pas prévu et où ça a aidé à se développer. Et ça, c'est vachement important parce que en termes de résilience, les équipes ou les leaders qui ont réussi à développer malgré sont des endroits où il y a une force, des racines derrière qui sont super fortes. Et en l'espèce, moi j'ai des discussions extraordinaires avec des gens qui ont construit leurs équipes et leur leadership agile avec le Covid. Et d'abord, la distance n'est plus une question parce qu'ils ont construit leur leadership avec la distance. Et c'est pas extraordinaire. Mais par rapport à tous ceux qui n'ont pas su vivre l'adaptation, ils l'ont vécu et ils l'ont construit avec. Et pour le reste, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas. Et on ne sait pas. C'est pour ça que j'investis ou je plante beaucoup de graines. Merci. Merci, merci Stéphane, merci Rachel. Nous avons aussi une question de Mehdi qui a levé la main. Donc Mehdi, est-ce que tu veux bien venir Oui. Poser la question? Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mehdi. Déjà merci. Ça fait toujours plaisir de t'écouter, c'est toujours inspirant. En fait, moi, ma question, c'est pour quelqu'un qui a une position, disons, de leader débutant, de leader d'équipe débutant, comme moi. En fait, comment on peut réussir à développer ce leadership bienveillant, agile et tout ça, quand tes propres chefs, en fait, attendent de toi un autre type de leadership un peu plus directif et que tu es objectivé sur ça, en fait, que tes objectifs sont liés à la performance de ton équipe et non pas sur justement le développement de leur autonomisation et tout ça. Et merci. Alors, je dirais que c'est l'effet parapluie ou en informatique, c'est l'anti-corruption layer. Donc, je souris, je me dis que tu as compris pour ceux qui ne sont pas des informaticiens.
Alors, moi, j'ai pas ce problème-là. D'abord parce que je choisis mes chefs. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué de changer de boîte, donc j'en ai pas particulièrement envie, et c'est pas ça la question. Donc l'anti-corruption layer, le principe, c'est de dire que tu as probablement un boss qui attend des trucs, et il faut lui montrer que ça marche un peu comme il attend, au moins au démarrage. Ça ne veut pas dire que ce que tu lui montres, c'est ce que tu fais derrière. Et donc, c'est la différence entre quand tu es sur le devant de la scène et la cuisine. Et tu peux avoir une cuisine qui n'a rien à voir avec ce que ton patron attend, tant que tu as les résultats qui vont bien. Ça, c'est un deal qu'il faut avoir avec ton boss. Et pour avoir ce deal en tant que leader avec ton boss, il faut, être très sûr de ta propre posture en disant, écoute, soit tu me laisses leader, soit c'est toi qui fais. Mais on ne va pas faire un truc intermédiaire. Alors ça parle de moi, c'est juste parce que j'ai eu des patrons qui voulaient absolument marcher sur les plates-bandes ou qui me disaient ça et ça. Ça m'a rendu complètement dingue. Donc j'ai appris, et le premier apprentissage, c'est, il y a un moment, il faut juste dire à son patron, écoute, si tu me donnes les clés du camion, tu me laisses le conduire. Si tu veux garder les clés du camion, je te laisse le conduire. Mais on ne fait pas un truc intermédiaire parce que ce n'est pas bon pour nous. Et ce n'est pas bon pour les équipes. Donc vraiment le principe de s'ils attendent des résultats, en fait ils attendent des résultats. Dans un de mes premiers coachings, ce que j'ai fait avec les équipes et avec le manager qui n'était pas aussi jeune que ça, ça a été de pousser les équipes à expliquer au patron de fermer la porte et de ne plus les emmerder. Pardon pour les gros mots. Mais de garantir le résultat sur une période très courte. C'est-à-dire que c'est une expérimentation de 15 jours. Qu'est-ce qui peut mal se passer en 15 jours? Quand la première itération de 15 jours se passe bien, tu dis, est-ce qu'on peut continuer 15 jours de plus? Quand tu as fait ça 3-4 fois et que tu as les résultats, en fait, ton chef arrête de regarder. Alors, quand il continue à regarder, c'est le bon moment de changer de crèmerie. Voilà. Parce qu'il y a des gens avec qui tu ne changeras pas le mindset tout de suite. Je connais peu de chefs qui veulent tuer la poule aux œufs d'or. Donc, il faut montrer que tu es une poule aux œufs d'or. Merci. Merci beaucoup Stéphane, et merci Mehdi pour ta question. Nous sommes pratiquement à la fin de l'heure d'interview. Encore. En tout cas, Stéphane et tous les participants, encore une fois, toute ma gratitude pour avoir choisi de démarrer votre week-end avec nous. C'est pas peu de choses, hein. Voilà, exactement. Il y a aussi un sujet à explorer vis-à-vis de la posture de leader et l'amour, hein, pour les autres. Un autre sujet passionnant. J'espère, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas regardé, j'espère que vous avez pu mettre quelques post-it sur le mur des idées, et si vous ne l'avez pas fait, merci d'aller le faire si vous avez encore quelques minutes. Si ces dialogues vous intéressent, alors il y en a d'autres tout le mois de février. Inscrivez-vous. Je viens de mettre le lien dans le chat. Merci Stéphane pour cet entretien vivace. Donc justement plein de vie, un vrai jardin d'idées et d'humanité. Aussi, allez voir les autres événements qui sont sur Agile Reflect. Et je vais mettre aussi le lien ici. Il y a plein d'autres sessions passionnantes, dont autres de nos collègues de la communauté agile française pour célébrer 20 ans du manifeste agile. Donc, je vous dis moi-même, Wana, votre mixeur sorcière DJ de pratique agile qui vous aide à être fier de vos résultats. Je vous dis au revoir et je te donne la parole, Stéphane, pour les derniers mots ce soir. Alors, je vais te dire merci aussi parce que c'était vraiment top de discuter avec toi. Merci à tous les participants. Je sais qu'on est vendredi les 19h et que vous avez probablement hâte d'être en week-end. En tout cas, moi, j'ai hâte.
Donc, ça m'a fait très plaisir d'avoir cet échange avec toi, comme d'habitude. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir le même type d'échange dans un futur proche et plutôt autour de quelque chose à grignoter pour se voir de manière physique et plus à travers des écrans. Au Donc, revoir. à très bientôt. Au revoir.